Au milieu d'un univers absolument lisse et heureux et radieux, elle découvre l'horreur. Et elle apprend que le vaurien qui a violé sa fille, régulièrement, plusieurs fois, en lui disant « mais t'aimeras ça, détends-toi, tu vas voir, tout le monde aime ça, pourquoi t'aimes pas ça, gna gna, tu vas voir. » Il avait déjà violé son petit frère à lui, pas le petit frère à elle n'avait pas de petit frère à elle. Et quand elle s'est insurgée contre ce qu'elle venait de découvrir, on lui a dit « mais enfin tu sais bien que les enfants sont sexuels dès la naissance ». Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette émission avec Marion Sigaud que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. On va parler un petit peu de l'Ancien Régime, de l'histoire de France, mais aussi de ses passerelles avec l'histoire contemporaine, de l'hypersexualisation des enfants, la sexualité des enfants, ses dérives, en passant par le rapport Kinsey et les standards pour l'éducation de l'OMS. On va tout vous dire, tout vous décortiquer. Mais avant cela, je vous invite à nous soutenir. Nexus est l'un des derniers médias indépendants et sans publicité disponibles en kiosque et sur nexus.fr. C'est grâce à nos lecteurs que nous pouvons continuer de vous produire une information libre et indépendante et de vous amener des invités en accès libre comme Marion Sigaud, voilà, sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux. Marion Sigaud, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Avec plaisir, ça fait un moment que je voulais te recevoir à Nexus pour parler de ton travail, un petit peu de ton parcours, comprendre un petit peu comment tu es passé de tes travaux sur l'Ancien Régime, travaux de recherche. Donc tu es historienne et écrivain, voilà, je ne ferai pas la faute. Et tu as quand même redéfini un peu ce qu'était l'Ancien Régime. On voit qu'il y avait de la désinformation, même dans ce qu'on a appris nous à l'école, voilà, par rapport à la royauté, par rapport aussi aux mœurs à l'époque, etc. Bon, on abordera ça rapidement parce que ton dernier ouvrage s'appelle Sexologie et mensonges en auto-édition. Donc tu parles de Judith Reisman, donc son combat par rapport aux travaux de notre cher Kinsey. Voilà, c'est un combat de dénonciation de Kinsey et de ses dérives. Voilà. Et en me replongeant donc dans ces travaux de Kinsey, j'ai découvert qu'il y avait surtout deux rapports, ces deux fameux rapports qui concernent les hommes et les femmes. Donc Sexual Behavior in the Human Male, voilà. 1948, et Sexual Behavior in the Human Female, 1953. Voilà. On va voir ensemble comment, de cette idéologie un petit peu particulière, on en est arrivé au standard de l'OMS. Aujourd'hui, on a ces tableaux bien faits, de 0 à 4 ans, qu'est-ce qu'il faut préconiser sur la sexualité des enfants. Et en fait, ça date pas de Kinsey, ça date pas d'hier. Mais je voudrais répondre déjà sur Kinsey. C'est bien d'avoir dit c'est une idéologie. Parce que lui, Kinsey, a prétendu que c'était de la science, alors que c'était effectivement de l'idéologie et pas de la science. Non. Ça aurait été de la science s'il avait dit nous observons, nous constatons et nous relatons. Ce qui n'est pas le cas. Il a provoqué, il a menti sur les résultats et il a menti sur les conclusions. Alors, qu'est-ce que c'est que le rapport Kinsey sur la sexualité des hommes ? C'est un rapport qui a été fait à l'université de Bloomington, aux États-Unis, après qu'un entomologiste spécialiste des guêpes a été approché par des gens qui lui ont suggéré, comme il avait beaucoup d'entre-gens, qu'il avait beaucoup de bonnes relations avec ses collègues, s'il voulait faire une enquête sur la sexualité des jeunes et des gens qui l'entouraient. Donc il a laissé tomber les guêpes et il a organisé des interviews de quantité de gens à qui il a posé des questions horriblement intrusives, des questions qui mettaient les gens très très mal à l'aise. Et c'est le résultat de ces questions qui a donné... c'est les réponses à ces questions qui a donné le rapport Kinsey sur la sexualité d'abord des hommes et ensuite des femmes. Alors, ce qui est avéré pratiquement depuis le début, c'est que ces interrogatoires ont été largement truqués. C'est quelque chose qui a été relativement rapidement démontré. Le public qui répondait aux questions n'était pas représentatif. Les questions étaient biaisées et on peut très bien imaginer que dans l'Amérique extrêmement pudibonde de ces années-là, parce que c'était plus que de la pudeur, c'était de la pudibonderie. Il y a des choses qu'on ne disait pas. Un journaliste anglais a raconté que c'est Tim Tate, il a raconté qu'il y avait un État aux États-Unis à cette époque-là où la loi interdisait de rire pendant qu'on faisait l'amour. Alors je ne sais pas si vous imaginez l'état d'esprit de l'Amérique. On a changé d'époque aujourd'hui. Voilà. Donc
comment dire, le rapport Kinsey a été considéré assez rapidement comme quelque chose de truqué. Mais de truqué, les statistiques mauvaises, enfin... Mais surtout, au-delà de ça... mais surtout, je voudrais terminer, il n'y avait aucune raison d'imaginer que les Américains pudibonds et pudiques comme ils étaient auraient répondu librement à des questions aussi intrusives et gênantes. Oui, là on est au sortir de la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Exactement. Il franchit toutes les règles de la morale. Absolument. Sur des enfants. Alors non, pas sur les enfants au départ. Au départ, ce qu'on connaît du rapport Kinsey, c'est la sexualité des hommes. Alors, il a donné des résultats sur la sexualité des hommes en donnant du nombre d'hommes qui ont eu des relations homosexuelles un nombre absolument ébouriffant. J'ai dit, mais c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il est allé interviewer comme homme pendant la guerre pour savoir quelle était leur attitude vis-à-vis de l'homosexualité? La plupart des hommes en âge de procréer étaient sur le front, ils étaient en Europe, ils n'étaient pas là. Donc, il est allé interviewer quoi? Il est allé interviewer des délinquants sexuels dans des prisons. Alors, la sexualité des hommes dans les prisons, on va quand même pas prendre ça comme modèle, on a bien compris. Et d'autre part, il est allé également interviewer des délinquants sexuels, c'est-à-dire des gens qui avaient été mis là pour... Donc, ils ne sont pas représentatifs. Ils étaient rien moins que représentatifs. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont permis de dire que ces données étaient truquées. Mais, il y a beaucoup de gens qui l'ont soutenu et dit le rapport Kinsey, c'est important. Il donne de la sexualité. Il donne des Américains une image qu'ils ne connaissent pas d'eux-mêmes, qui les choque, mais qui est l'image de la vérité. Et c'est une approche, qu'il disait, scientifique. Alors, il a donné également des chiffres sur l'avortement. L'avortement, c'était quelque chose de très vilain et de tout à fait interdit et de tout à fait poursuivi. Il dit, mais vous plaisantez, le nombre de femmes qui ont avorté, mais vous n'imaginez pas, il y en a tant sur 100, je ne connais pas la statistique par cœur. Il est allé interviewer qui? Des prostituées. C'est bon, c'est n'importe quoi. C'est un peu biaisé. Ouais. Donc, c'était totalement biaisé. Mais c'est pas ça qu'a découvert Judith Reisman. Oui, parce qu'elle était donc dans ce groupe, donc RSVP America. Apparemment Judith Reisman et la Family Research Council qui se sont battus contre cette promotion. Non, à l'origine, elle n'a rien à voir avec ça. À l'origine, elle est une mère de famille radieuse, heureuse, 4 enfants, un beau mari, elle a un métier idéal, elle crée des chansons pour la télévision. C'est-à-dire qu'elle chante, elle a une voix de flûte, elle avait une voix magnifique, Judith. Elle créait des chansons pour la télévision, elle avait du succès, elle pouvait travailler de chez elle, donc elle pouvait s'occuper de son mari qu'elle adorait, de ses enfants qui était sa passion, et gagner bien sa vie en faisant ce qu'elle aimait. Tout marchait bien, jusqu'au jour où elle découvre que sa fille s'est fait violer. Sa fille de 11 ans s'est fait violer par qui? Par un gamin de 13. C'est-à-dire qu'au milieu d'un univers absolument lisse et heureux et radieux, elle découvre l'horreur. Et elle apprend que le vaurien qui a violé sa fille, régulièrement, plusieurs fois, en disant mais t'aimeras ça, détends-toi, tu vas voir, tout le monde aime ça, pourquoi t'aimes pas ça, gna tu vas voir. Il avait déjà violé son petit frère à lui, pas le petit frère à elle n'avait pas de petit frère à elle. Et quand elle s'est insurgée contre ce qu'elle venait de découvrir, on lui a dit mais enfin tu sais bien que les enfants sont sexuels dès la naissance. Elle savait pas ça. Elle avait pas entendu. Il y avait un chapitre dans le rapport Kinsey qui concernait les enfants. On va le regarder. Elle connaissait pas Kinsey à l'époque. C'est en 1966, elle ne connaît pas Kinsey, elle n'a jamais entendu parler, elle ne sait pas que les enfants sont sexuels dès la naissance, elle élève les siens, elle sait très bien que c'est pas vrai, et elle découvre l'horreur sur la chair de sa chair. Et elle est partie enquêter. Alors elle a quitté son métier, et elle est allée reprendre des études pour faire des études de communication. Pourquoi communication? Parce qu'elle a découvert que c'est en lisant Playboy que le Playboy de son père, le père avait toute la collection de Playboy, c'est en lisant Playboy que le gamin a été éveillé à la sexualité avec les gamines. Donc, elle s'est penchée sur le sujet, elle s'est rendue compte que toute la presse du sexe, prétendument pour la libération des mœurs entre adultes consentants, avait une dérive de plus en plus prégnante, de plus en plus odieuse, de plus en plus violente vis-à-vis des enfants. Donc, elle a repris des études en communication, pas en droit, en communication, pour aller étudier dans les médias. La communication, c'est les médias. Pour aller étudier dans les médias l'introduction au début délicate et de moins en moins délicate et de plus en plus violente, et puis après complètement délirante, du sexe avec les enfants. Et c'est comme ça qu'elle a découvert. Alors, elle a découvert Kinsey.
on lui a dit un jour, alors c'était pas tout de suite, elle n'a pas tout de suite compris que c'était Kinsey. Pour elle, son obsession, c'était de lutter contre Playboy et Hugh Hefner, qui lui rendait bien. Elle pouvait pas le voir, mais il lui rendait bien. Ouais. Et elle a découvert un jour qu'il existait un monsieur qui s'appelait Kinsey et qui avait théorisé ces choses-là. Parce que c'était un type qui n'était pas connu à l'époque. Kinsey était très très connu. Ah, quand même. Qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Kinsey, son rapport a été promu sur la planète entière. Non mais avant de faire ces travaux-là de recherche. Non, il s'occupait de guêpes. Voilà, c'était quelqu'un de lambda. C'était quand même un chercheur à l'université qui... Alors qui finance ses recherches sur la sexualisation? Rockefeller. D'accord. Donc dans cette université, on est venu le chercher et on lui a dit de faire un truc sur la sexualité des humains. Et le but, alors il existe un mouvement qui est dont on peut trouver la genèse aux États-Unis, parce qu'on peut remonter en Allemagne dans les années 30, mais restons aux États-Unis dans les années 20, enfin dans l'Allemagne, avant les années 30, l'Allemagne de la fin du 19e siècle et ensuite dans les années 30, mais les années 20 en Allemagne, aux États-Unis, vous avez une certaine Margaret Sanger qui dit qu'il faut arrêter de laisser les pauvres se reproduire comme des lapins, il faut limiter la reproduction des pauvres. Elle avait une obsession, c'était que les Noirs faisaient trop d'enfants. Elle disait mais il faut absolument empêcher les nègres de se reproduire. Donc, elle a inventé un truc qui s'appelle Planned Parenthood, qui est devenu le planning familial. C'est-à-dire qu'à l'origine, le planning familial est une organisation qui veut limiter la... Eugéniste, quoi. Totalement. Eugéniste. Et ils veulent non seulement limiter la population mondiale, mais ils veulent la réduire drastiquement et ils veulent surtout interdire aux pauvres de se reproduire. Donc ils ont mis tout un système sur pied et Kinsey, donc, qui arrive 20 ans après, il fait partie du plan. Changer la morale sexuelle, ça fait partie du plan. C'est-à-dire que le but de cette révolution sexuelle en cours, c'est de séparer le sexe de la reproduction. C'est de faire du sexe une activité qui a un but en soi, c'est le plaisir, alors que c'est totalement aberrant. Je veux dire, le plaisir est un moyen absolument indispensable, c'est un moyen absolument... Oui, mais de le réduire à ça... Mais c'est pas le réduire à ça. Le plaisir n'est pas le but de la sexualité. Le but... On a un sexe mâle et femelle pour faire... C'est la reproduction. La reproduction de la vie. Le but de la sexualité, c'est la vie. Or, le détournement de la sexualité de la vie vers le plaisir immédiat, c'est la sexualité va de plus en plus vers la mort et la souffrance. C'est une donnée. Regardez, ce que donne le porno aujourd'hui, c'est de plus en plus violent, mortifère, atroce et abominable. C'est sûr que si ça devait aboutir à l'épanouissement, on le remarquerait tout de suite dans la société. Ça se serait vu. Ça se serait vu. Donc, ce qu'a découvert Judith Reisman, quand elle a découvert, quelqu'un lui a dit « Madame, il vous manque quelque chose, allez étudier Kinsey ». Une fois qu'elle a compris ce qui se passait chez Playboy et consorts, il y avait Playboy, Hustler et Penthouse, les trois magazines, qu'elle a beaucoup étudiés. Et elle s'est rendue compte que ces magazines-là, au milieu de photos en papier glacé de super belles filles nues, il y a les petites filles, les petits garçons, il y a les trucs graveleux et de plus en plus vraiment la promotion du sexe avec les enfants. Donc c'est ce qu'elle a voulu dénoncer. Et alors elle a découvert le fameux tableau 34 en lisant le rapport Kinsey. Et qu'est-ce qu'elle a découvert? On peut le voir, le tableau 34. On va l'afficher à l'écran. Le tableau 34, elle s'est rendue compte que personne n'avait relevé ce qu'il y avait sur ce tableau. Elle s'est rendue compte, en lisant le rapport Kinsey, que Kinsey présentait des enfants entre quelques mois et 14 ans comme étant sexuels, c'est-à-dire étant capables d'éprouver de la jouissance, une jouissance, d'éprouver des orgasmes. Alors, comment il arrive à ce résultat, entre guillemets? Excellente question, c'est pas marqué dans le rapport. C'est pas marqué dans le rapport. Dans le rapport, il est dit que ces enfants hurlent, crient, essayent de s'enfuir, font des crises d'épilepsie, et il appelle ça jouir, déjà. Alors, excusez-moi, mais c'est marqué en toutes lettres, paraît-il. Ils hurlent, donc ils jouissent. Ils pleurent, donc ils jouissent. Ils essayent de fuir, donc ils jouissent. C'est vraiment le pervers. Mais alors, ça c'est une première chose, mais... Et dans le tableau, il y a quoi? Quelques mois, le gosse, à quelques mois, il a eu 24 orgasmes en 24 heures. Et là, j'ai dit, elle dit 24 orgasmes en 24 heures. Il a dormi entre quelle heure et quelle heure, le gosse? Qui sont ses enfants? C'est qui leurs parents?
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais en plus de ça, vous leur avez fait quoi à ces gosses pour qu'ils jouissent ? Alors, et elle se rend compte que il n'y a aucune remise en cause. Dans le rapport, il n'y a aucune remise en cause. On dit, voilà les symptômes que nous appelons orgasme, et voilà le tableau, c'est-à-dire, regardez ces enfants qui ont 1, 10, 15, 20 orgasmes en 24 heures. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et elle a tout lu sur Kinsey. Elle a lu tout ce qui était disponible. Elle n'a pas vu d'interrogation là-dessus. Elle a dit, mais enfin, les gens l'ont lu, le rapport. Il a été vendu à des centaines de milliers d'exemplaires et à des millions au niveau de la planète. Personne n'a relevé ça. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle écrit au directeur de l'Institut Kinsey. Kinsey était mort, elle écrit, c'était en 1980. Elle écrit au directeur de l'Institut Kinsey. Je m'appelle Madame Judith Reisman, j'ai un doctorat en communication, je prépare un travail sûr. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Alors j'ai devant moi, à la page temps, le fameux tableau. Comment avez-vous obtenu ces orgasmes ? Réponse, par des techniques orales et manuelles. Ils les ont violés, ils les ont masturbés, ils les ont torturés, ils les ont sodomisés, puis ils appellent ça jouir, et puis ils s'en vantent, et puis tout le monde leur prend. Et ils appellent ça de la science, surtout. Et ils appellent ça de la science. Mais attendez, tous les programmes de sexualisation des enfants sont fondés là-dessus. Ça n'a jamais été. Parce que je vais dire, comment on arrive de ça à ça, voilà, je vous le c'est ça. Je vous montre, ça c'est les fameux, voilà, c'est le nouveau standard avec les fameux tableaux, on en avait parlé. Alors les standards, avec de 0 à 4 ans, il faut apprendre les parties du corps de l'enfant, de 0 à 4 ans, qu'on peut prendre du plaisir, voilà, différentes parties. Du plaisir à se tirer sur le zizi, etc. Le plaisir et la satisfaction liée au toucher de son propre corps, la masturbation enfantine précoce. La découverte de son propre corps et de ses parties génitales, le fait que le plaisir lié au contact physique est un aspect normal de la vie de chacun, et la tendresse et le contact physique comme une expression de l'amour. Donc ils vont mettre l'expression de l'amour sous couvert de ces contacts-là, et de l'affection. Ça, c'est de 0 à 4 ans. Voilà, ça, c'est les standards de l'OMS. Qui est-ce qui nous vend ça ? L'Organisation mondiale de la santé, au titre d'une invention absolument monstrueuse qui s'appelle la santé sexuelle. J'ai bien joui, je suis en bonne santé. Non, mais attendez. Et la prévention contre les dérives, parce qu'ils disent que c'est pour la sécurité des enfants. La sécurité des enfants, c'est-à-dire qu'on va traumatiser les enfants pour leur sécurité. Voilà. Alors, on comprend mieux avec l'origine de ce rapport comment on arrive à ce fil rouge. Alors, ce qui est intéressant de voir dans le travail de Judith Reisman, c'est qu'elle a découvert ça et qu'on l'a fait taire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle était divorcée, sa fille aînée, celle qui avait été violée, était morte. Elle a quitté les États-Unis où elle travaillait pour suivre ses 3 filles. Elle a eu 4 filles, il lui en restait 3. C'était une famille juive américaine qui était partie vivre en Israël. Donc, elle a pu son mari, elle a pu sa fille aînée, elle s'inscrit à l'université de Haïfa pour faire de la recherche, toujours sur le même sujet. Et elle suit ses 3 filles. Et à Haïfa, où il n'y a pas besoin de parler l'hébreu pour pouvoir faire des études en Israël, il suffit d'être bon en anglais, c'était son cas. Et c'est là qu'elle écrit à l'Institut Kinsey et qu'elle apprend que on a torturé, masturbé, et enfin bon, c'était clair et net. Et il y avait cette année-là, en 1981, un congrès international, un congrès mondial de sexologie à Jérusalem. La même année, en 1981, le 6e congrès de sexologie, congrès mondial de sexologie. Et tous les sexologues français y étaient. Tous les sexologues français y étaient. Ça, elle me l'a dit parce qu'elle les a vus, elle s'en souvient, et il est impensable qu'il n'y ait pas été, parce que la sexologie française, ça battait son plein dans ces années-là. Docteur Torgman, le Pierre Simon, là, tous ces gens-là, ils y étaient. D'accord ? Bon. Et elle se rend à ce congrès, où elle est conviée, puisqu'elle a fait une étude là-dessus. Elle présente le tableau au congrès. C'était juin 1981. Elle présente le tableau. Elle dit « Qu'est-ce que vous voyez là ?» Ensuite, elle présente les commentaires de Kinsey, qui dit « évanouissement, etc. etc., etc. » Il dit « Mais, et voilà ce que m'a dit le docteur Gebhardt. » Donc, elle dénonce au congrès de sexologie que leur père à tous, parce qu'ils sont tous derrière Kinsey, leur père à tous est un violeur, un psychopathe, un pervers. Et elle dit « La responsabilité des scientifiques est de ne pas contribuer à ces crimes. » Mais justement, j'ai demandé comment ça se fait que cette personne a été validée par ses pairs au lieu d'être bannie avec un tel rapport. En plus, il le met noir sur blanc, évanouissement, etc. Ça saute aux yeux. Mais c'est lui qui a créé la discipline par derrière. Ils se sont tous mis derrière lui. Judith Reisman, ce jour-là, à la tribune, elle montre les tableaux, elle montre la prose de Kinsey lui-même qui dit évanouissement, etc. Elle montre la lettre du docteur Gebhardt qui lui dit technique orale et manuelle. Et on la chasse. On la chasse du congrès.
C'est-à-dire que tous les sexologues français, ceux qui nous ont inventé enfin bon, on y reviendra après, tous les sexologues français, ils y étaient. Il y en a combien qui ont fait en sorte que les travaux de Judith Reisman soient publiés en français? Zéro. Tous les sexologues français, tous les universitaires français qui se touchaient, qui se piquaient, pardon. Lapsus révélateur. Tous les psychologues qui se piquaient d'éducation, de protection de l'enfance, ils étaient tous au courant. Il n'y en a pas un qui a traduit Judith Reisman. Il a fallu attendre 20 ans de plus que Marion Sigaud, 40 ans de plus que Marion Sigaud se présente et qu'on la traduise. Si j'étais pas là, Judith Reisman n'aurait pas été traduite en français. Il n'y a aucun ouvrage en français sur Non, si, sur elle, pas d'elle. D'accord. Elle-même, si, il y a eu un ouvrage en 2008 qui s'appelle Le zoologue violeur, qui reprend, qui est une traduction en français d'un ouvrage américain sur Judith. Mais de Judith, rien. Et à ce moment-là, elle était vivante, hein, elle est morte il n'y a pas longtemps. 2021, oui. Voilà. Donc, personne en France, il n'y a pas un éditeur qui a dit, madame... Parce qu'il y a un de ses ouvrages qui s'appelle Kinsey Crimes and Consequences, ou Kinsey Sex and Fraud, The Indoctrination of a People, donc l'endoctrinement des gens. L'endoctrinement d'un peuple. L'endoctrinement d'un peuple, c'est le peuple américain. C'est-à-dire qu'elle avait déjà perçu comme quoi c'était la base de l'idéologie. Elle a tout compris. Elle a compris la monstruosité de la chose, à la fois concernant les enfants, mais concernant le sexe en général. Elle a écrit un bouquin absolument énorme qui s'appelle effectivement Kinsey Sex and Fraud et qui est devenu après, il est devenu en français l'imposture de la révolution sexuelle que j'ai fait, c'est pas moi qui l'ai traduit. Hein. Alors Wikipédia qui raconte que des conneries, il raconte également que j'ai traduit. Non, c'est pas moi qui l'ai traduit. D'un monsieur qui s'est présenté pour le traduire gratuitement pour défendre la cause. Et ce livre est paru en 2016 chez Contre-Culture. Et il est la première traduction. C'est parce que j'étais là, c'est parce que j'ai lancé l'appel, et c'est parce que Contre-Culture a accepté de le faire. Et on l'a fait venir en France, et voilà. Mais tous ces psychologues là, ils n'ont pas lu, personne n'a eu l'idée de la publier. Alors on dit maintenant il faut publier Judith Reisman en français. Attendez, c'est fait. Et c'est grâce à qui? Non, mais c'est moi qui l'ai fait. C'est grâce à Bibi. Donc, ce que je veux dire, c'est que Judith, quand elle a lâché sa bombe devant tous les sexologues, c'est pour ça que mon livre s'appelle Sexologie et mensonges, c'est parce qu'on parle bien de ces gens-là, ils l'ont chassée et ils ont dit, parce qu'ils l'ont dit qu'elle était partie devant quelqu'un qui l'a entendue, celle-là, il va falloir la neutraliser. Et beaucoup d'argent a été dépensé pour la neutraliser. Elle est retournée aux États-Unis. Elle a été approchée par le ministère de la Justice. Elle a été approchée par des gens de la presse tout à fait sincères. Elle a été approchée par des gens absolument magnifiques alors, au ministère de la Justice, ils ont voulu faire d'elle une experte véritablement. Ils ont débloqué des fonds gigantesques pour qu'elle les aide parce que c'était pas que le ministère de la Justice, c'était le département de la protection de la jeunesse du ministère de la Justice qui ont dit: nous remarquons que les crimes sexuels contre les enfants sont en pleine expansion, et vous nous donnez une réponse. Voulez-vous travailler pour nous? Elle a dit oui. Et ensuite, les pressions sont tombées. Les pressions sont tombées sur le ministère de la Justice, sur l'université dans laquelle elle faisait ses études. Les pressions sont tombées de partout. Elle a été absolument ostracisée. Ça a été une horreur. On lui a retiré ses crédits, on lui a volé son travail, on lui a volé ses disquettes. C'est effroyable tout ce qu'on lui a fait. C'est effroyable. Et l'idée, c'était de dire, c'est une cinglée, c'est une cinglée d'extrême droite qui se fait payer à lire des... Conservatrices. Conservatrices, bien évidemment. Parce qu'en fait... Non, c'est une cinglée d'extrême droite qui se fait payer à lire des magazines cochons. Voilà, c'est ça, voilà. Une fois qu'on avait dit ça, on avait tout dit. Elle n'a pas ses diplômes alors qu'elle les avait, etc. Ouais. Diffamation. S'attaque au messager plutôt qu'au message, voilà, comme d'habitude. Mais parce que le but derrière, c'est quoi? C'est de pouvoir associer ces idées-là, ces idéologies de Kinsey, oui. C'est presque pareil, hein. Kinsey, McKinsey. Oui, sauf que c'est pas le même. C'est pas le même, mais bon, c'est de la désinformation, pareil. D'associer ces idéologies-là à du progressisme, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est de la modernité de pouvoir laisser les enfants exprimer des désirs. Mais si les enfants sont véritablement sexuels et capables d'orgasme de la naissance, pourquoi les en priver alors que c'est pas vrai?
C'est simplement pas Donc vrai. c'est encore une fois promouvoir la liberté, sous couvert de liberté. Sous couvert de liberté, c'est promouvoir la fin de la morale, mais ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Comment les hommes peuvent-ils vivre ensemble s'il n'y a pas des règles, s'il n'y a pas une morale? La morale, c'est ce qui dit le bien et le mal. T'es moraliste. Bah oui, alors je suis moraliste et alors. Mais c'est comme ça que fonctionne une société. Et c'est très simple. S'il n'y a pas de morale, c'est la loi du plus fort. C'est ça que vous voulez? On se disait avant de commencer l'émission, d'ailleurs, les règles, même si elles sont enfreintes, elles ont une nécessité. Elles ont une utilité. Elles ont la nécessité d'exister. Parce que même si les individus les enfreignent, au moins on sait qu'il y a une limite. Et effectivement, faire la promotion de certaines choses, là, ça devient dangereux. D'autant que, bon, là, je dirais que les règles sur la pédophilie ne doivent jamais être enfreintes. Et c'est d'ailleurs, en parlant avec toi tout à l'heure sur les origines un peu de tout ça, parce que toi, tu as beaucoup travaillé sur l'Ancien Régime. Absolument, oui. Moi, j'imaginais pas que ces questions-là étaient d'actualité à cette époque-là, parce que c'était pas d'actualité parce qu'on n'en parlait pas. Voilà. On n'en parlait pas. La pédophilie existait, elle a toujours existé, mais elle se cachait. Et j'ai découvert alors j'ai découvert plusieurs choses en étudiant l'Ancien Régime. D'une part, que le roi Louis XV aimait bien les petites filles. Alors, il ne les chassait pas. C'était pas un pervers qui faisait chasser des gamines, mais c'était un faible dont l'odieuse maîtresse, du jour où elle n'a plus pu officier parce qu'il l'avait infectée, a décidé de se faire remplacer par des petites qui n'auraient pas d'ascendance sur elle. C'est-à-dire, elle s'est imaginée que plus elle les prendrait jeunes, et plus elle serait bécasse, et plus elle serait bécasse, et moins il serait subjugué. Elle n'avait pas visé tellement si loin du but. Effectivement, c'était elle qui le subjuguait, mais n'empêche que les petites gamines en question, il en a bien défloré une ou deux, qu'il a rendu à la fois femme, jeune fille, femme et mère en même temps. C'est-à-dire qu'il a violé une gamine qui n'avait pas encore ses règles, elle les a eues et elle est tombée enceinte. À une époque où quand même la règle divine, la règle de la religion, la règle de Dieu s'imposait sur les individus, il y avait quand même des dérives. Mais c'est une dérive que personne n'était censé savoir. Mais c'était caché. C'était totalement caché. C'était le secret le mieux gardé du royaume. C'était le secret le mieux gardé du royaume. Mais le secret le mieux gardé du royaume finit par fuiter. Il y a des choses qui fuitent parce que ces gens-là ont des domestiques, les domestiques parlent aux domestiques et on finit toujours par savoir la vérité. Et quand une vérité de ce genre-là commence à fuiter dans Paris, on allume des contre-feux, l'écoutez pas, c'est un fou, taisez-vous, ne dites pas ça, etc. Donc moi j'ai su par un ou deux ouvrages qu'effectivement il y avait une réalité dans le fait que le roi couchait avec des gamines hors d'âge, et je me suis demandé, alors au cours de lecture comme ça, de lecture estivale, j'ai toujours lu de l'histoire. Voilà. Avant de faire de l'histoire, j'en faisais déjà. Oui, parce que tu passes beaucoup de temps, tu m'avais dit, aux Archives nationales. Ah ben c'est depuis. À la BNF. C'est depuis. C'est depuis. Non, je parle du temps que je ne faisais de l'histoire qu'en lisant des romans ou des romans historiques. Il y a des bons romans historiques ou simplement des livres d'histoire sur des sujets qui m'intéressaient. J'avais été alerté sur le fait que effectivement Louis XV couchait avec des gamines que la Pompadour lui mettait dans son lit, d'une part, et d'autre part, j'ai appris, je savais déjà, mais j'ai lu l'épisode, que en 1757, le roi a pris un coup de couteau dans le dos par un type qui n'avait aucune chance de s'en sortir. Un type qui attaque le roi, il est fichu. Enfin, c'est la mort à la fois la plus atroce, la plus longue et la plus infamante. Donc, le type qui a fait ça, il savait qu'il perdait tout. Donc, je me dis, dans réflexe, il a forcément fait ça. Il a forcément ça fait pour une raison. Il était fanatique. Alors bon, il était fanatique. Je commence à un peu étudier. Le gars s'appelait Damien, François Damien. Robert François, mais François Damien. Ici, il est fanatique de quoi? Alors, il y a qui disent il est fanatique de ci, d'autres qu'il est fanatique de ça. Alors, le fanatique dont on ne sait pas de quoi il est fanatique, il y a quelque chose qui ne colle pas. Soit il était fanatique pour les jésuites, soit il était fanatique pour les jansénistes, mais il ne pouvait pas être fanatique des deux ou entre les deux. Donc, je dis fanatique, moi, ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas. Je me dis, je sais que le roi couche avec des petites filles, parce que maintenant, c'est avéré. Je sais que Damien est domestique, et je sais qu'on peut savoir des indiscrétions sur ce qui se passe. Les secrets d'alcôve se divulguent de domestique à domestique. Oui. C'est comme ça passe dans la rue, tic, tic, tic.
Ils sont dans l'intimité des puissants. Ils sont dans l'intimité des puissants. Et ils sont extrêmement solidaires. Les domestiques, ils sont pas organisés en corporation comme les autres métiers, mais ils fonctionnent comme une corporation. Un domestique voleur sera rejeté de la communauté des domestiques. Ah oui, oui, oui. Alors qu'un domestique méritant sera soutenu par la communauté des domestiques. Donc, les mœurs du roi pouvaient avoir atteint les domestiques. Damien était domestique, donc premier truc. Et j'apprends que donc, il attaque le roi un soir de janvier 1757 et j'apprends que le Parlement de Paris, c'est-à-dire les juges, qui étaient en guerre contre le roi à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle les querelles ecclésiastiques, le roi disait blanc, il disait noir, enfin bon, c'était... dès qu'ils savent que Damien a attaqué le roi, ils le reconnaissent sur sa simple description physique. C'est un grand bel homme, très mince, avec une belle démarche, un beau gars, avec un nez un peu fort, un beau sourire, un sourire d'ange, enfin un type, j'ai réussi, j'ai fait retracer un portrait de lui à partir d'une caricature. J'ai donné une caricature de Damien à quelqu'un en disant « Retire-moi la caricature et montre-moi Voilà le beau gars que c'était. Le beau gars que c'était. En plus de ça, il était grand et mince, enfin bon, c'était vraiment un très bel homme. Et sur description de sa personne, le Parlement de Paris, les juges se réunissent à 3h du matin. Tout le monde sur le pont, il faut demander à juger Damien, il faut demander à le juger, Or, ces gens-là font des misères au roi et viennent tous de poser leur démission, et ils demandent au roi de reprendre leur démission pour juger Damien. Et le roi leur dit, écoutez, l'attentat a eu lieu à Versailles, il y a une juridiction à Versailles, ça ne vous regarde pas. Si, on veut. Je lui dis, qu'est-ce que c'est que ça, là ? C'est quoi, là ? Il veut... Pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument juger Damien ? Donc j'ai senti qu'il y avait une espèce d'enjeu par derrière, et je suis... Alors c'est là que je me suis dit qu'il se passait vraiment des choses un peu bizarres. On a mis Damien en secret immédiatement, mais un secret complètement délirant. Pourquoi faire ? Bon, on le met au secret, c'est bon, mais on met au secret sa femme, sa fille, son père, son vieux père, son frère, ses neveux, ses nièces. Cette histoire. Qu'est-ce que c'est que cet enjeu ? Qu'est-ce qu'il fallait cacher ? Qu'est-ce qu'il faut cacher ? Et je me dis, il y a un rapport avec le... Tu penses avec les mœurs avec les mœurs, le pif. Et là, c'est là que je décide d'aller aux archives. C'est la première fois. Alors, je ne vais pas aux archives, je vais à la Bibliothèque nationale. Comme j'avais déjà publié des livres, j'avais un accès à la bibliothèque chercheur. J'ai été reçu par des gens extraordinaires. Vous arrivez, vous êtes reçu dans un bureau. Voilà, je cherche ça, j'ai ça et ça et ça. On vous donne une liste. Voilà, vous avez la journée et on vous donne les bouquins. C'est extraordinaire. Le paradis des chercheurs. Okay. Paradis des chercheurs. Ça, vraiment, les bibliothécaires et les archivistes sont des gens étonnants que je salue et que je remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, pour tout ce qu'ils ont fait avec moi. Donc, je vais à la Bibliothèque nationale et je commence à lire tous les livres qui ont été écrits à l'époque. Et à un moment donné, je tombe sur un chercheur qui dit « Sa fille a été enlevée en 1750 ». Et il se trouve que j'avais une copine historienne qui me disait « Marion, sais-tu qu'en 1750, il y a eu des émeutes à Paris parce que la police raflait les enfants dans les rues ». Sous prétexte qu'ils cassaient les carreaux, etc., etc. En fait, ils raflaient les enfants et les parents ne les retrouvaient pas. Les parents couraient derrière, on disait qu'on les envoyait aux îles, on disait que, etc., etc. Il y a eu des émeutes extrêmement violentes à Paris en 1750 parce que la police enlevait des enfants. Et il y a eu des morts. Il y a un dossier gros comme ça, alors je l'ai vu après, je l'ai étudié après, le dossier en question. Et j'apprends, en lisant le livre de cet historien, le jour où je passe la journée à la Bibliothèque nationale, qu'en 1750, sa fille avait été enlevée. J'ai dit, tiens, il n'y aurait pas de rapport. Donc ça pourrait être une vengeance de sa part. Et en tout cas, il y a un signe qu'il pourrait y avoir éventuellement un rapport. Alors je me dis, mais si sa fille a été enlevée, alors il l'a retrouvée, sa fille, mais enfin bon, les enfants ont été enlevés, puis après, bon. Mais j'ai dit, mais il y a peut-être un rapport alors. Alors j'en parle à une copine qui me dit, ma cocotte, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant, tu te lances, tu reprends tes études. J'ai repris mes études et j'ai pris comme sujet, une fois que j'ai eu ma licence, j'ai pris comme sujet de mémoire de maîtrise l'attentat de Damien et le rapport avec les juges. Et c'est là que j'ai découvert effectivement que dans le procès Damien, on a retiré tout ce qui touchait à sa fille. Tout ce qui touchait à sa fille. La fille, par exemple, sa fille, je vous donne sans entrer dans les détails, elle est arrêtée le lundi, le premier interrogatoire date du mercredi. C'est pas crédible. C'est pas crédible. Les interrogatoires de ce genre d'affaires, c'est in situ. On vous arrête dans votre chambre. Le premier interrogatoire, c'est sur le gars, il sort son truc sur la commode. C'est comme ça. C'est in situ. Tout de suite.
Et là, on l'a premier interrogatoire 3 jours après. Et dans les interrogatoires de Damien à la file, le premier interrogatoire, il date du lendemain. On date son premier interrogatoire, et ça, il faut aller vraiment aux archives pour le voir, on date son premier interrogatoire de jeudi, dans lequel il y a marqué à la linéa X, contrairement à ce qu'il nous a dit hier. Pardon ? Vous prétendez que vous venez de commencer l'interrogatoire ? Donc, déjà, manipulation. Ils ont tout bidonné. Le procès Damien est entièrement bidonné. Entièrement. Et j'y suis allé à la loupe. J'y suis allé. Alors, j'ai photographié mon petit appareil photo, là, les débuts du numérique. Là. J'ai photographié tout. Et je comparais ceci et cela. J'ai dit, mais ils trichent. Ils n'ont pas arrêté de tricher. Et ils ont caché quoi ? Ils ont caché qu'en 1750, sa fille avait été enlevée et que Damien, hors de lui, avait participé à une des émeutes de 1750. Je suis allé regarder les émeutes de 1750 et c'est là que j'ai commencé véritablement à comprendre qu'il y avait des enjeux dans les enlèvements d'enfants et que, surtout, ce que j'ai découvert, c'est que les enfants qui étaient enlevés pour des prétextes de police, alors que derrière, il y avait l'affaire de l'hôpital général. Enfin, je peux pas tout dire, je peux pas tout résumer. Parce que tu as écrit un ouvrage aussi sur l'affaire de l'hôpital. Sur l'affaire de l'hôpital général. Les enfants qui étaient enlevés étaient mis dans une institution qui s'appelait l'hôpital général, qui était l'institution où on mettait les pauvres et les enfants abandonnés. C'est-à-dire que l'hôpital général, c'était au siècle précédent, c'était au siècle de Louis XIV, l'hôpital général avait été créé pour venir à bout de la mendicité agressive. Tous ces mendiants qui vous agitent leurs moignons, ils ont qu'à aller travailler, allez hop, on crée l'hôpital général, on met tous les pauvres dedans. Aux grandes dames du bon monsieur Vincent qui disait les pauvres, on est là pour les aider à ne plus être pauvres et à aller mieux et pas pour les punir. L'hôpital général, c'est une espèce de camp de concentration, c'était à coups de fouet, à coups de misère, avec les femmes d'un côté, les hommes de l'autre et les enfants dans un troisième lieu. Enfin, les petits garçons dans un troisième lieu, parce que les femmes et les filles étaient au même endroit. C'est une espèce d'institution absolument atroce, inhumaine, odieuse, mais abominable, qui fonctionnait en roue libre, c'est-à-dire sans aucun contrôle extérieur. Les magistrats du Parlement de Paris étaient les administrateurs de l'hôpital général. Même le roi n'arrivait pas à savoir ce qui s'y passait. Même le roi n'y arrivait pas. L'archevêque de Paris, je ne vous raconte pas. Hors de question. L'Église était exclue c'était une espèce de chasse gardée anticléricale, très anticléricale, bigote et anticléricale, ça s'appelle janséniste. D'accord. Janséniste. C'est-à-dire extrêmement bigot, faites ce que je dis et faites pas ce que je fais, c'est-à-dire que ce sont des partouzeurs, ils ont tous leur maîtresse au pluriel à l'hôpital général, mais dans toute la journée, c'est prêchant la contrition, l'attrition, la vie est une vallée de larmes, des hypocrites et des noceurs. Donc les enfants finissaient dans cette institution-là. Absolument. Et les enfants enlevés ont été mis dans cette institution-là. Alors qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Je voulais étudier le truc. Une fois que j'avais bien étudié le dossier d'Amiens, je suis allé étudier le dossier des registres d'entrée et sortie de l'institution. Et j'ai vu que des milliers d'enfants entraient et ressortaient pour l'inconnu sans leurs parents. Et j'ai mis à jour un énorme réseau pédocriminel, avec toutes les preuves que les orgies, le machin, la sodomie de groupe et tout le tralala. Enfin bon, j'ai mis à jour ça. Alors ça fait un flop médiatique extraordinaire. J'ai pas eu un entrefilet dans la presse, bien évidemment. Comme de bien entendu, j'ai un libraire, Gérard Collard, qui m'a soutenu. Alors lui, il a été extraordinaire. Il a dit, c'est le meilleur bouquin de l'année. Il est arrivé un jour en disant qu'il fallait absolument lire ça. Mais c'est comme libraire, c'est pas comme journaliste. Ouais. C'est comme libraire qu'il a... un salut à Gérard Collard. Je ne l'ai jamais rencontré, mais il a vraiment fait beaucoup pour faire connaître la Marche rouge. Donc en fait, j'ai mis à jour quoi ? Que le procès de Damien, c'est un père indigné qui a donné une leçon à un roman indigne. Alors, pourquoi a-t-il risqué une telle mort ? Il avait volé son maître, donc il était perdu, fichu pour fichu. Voilà. Bon. Parce qu'il a dû mal finir après. Il a eu la mise à mort la plus abominable de l'histoire. La plus abominable, la plus longue, la plus atroce. Torture, supplice absolument abominable. Que les gens... Alors, il y a une espèce de philosophe, je vais retenir le mot que je voulais dire, une espèce de philosophe qui s'appelait Michel Foucault, qui prétend que le supplice de Damien, c'était une grande fête. C'est une grande fête où on était obligé de tenir le public éloigné avec des baïonnettes, pour pas pour qu'ils manifestent leur enthousiasme, d'accord. Et ils avaient besoin de soufre,
de poids et enfin de trucs absolument atroces pour le brûler, il n'y a pas un seul épicier de tout le quartier qui a voulu en fournir. Donc il a été soutenu quand même. Absolument. Et toutes les portes arrière de toutes les maisons qui étaient autour de la place de Grève avaient été verrouillées et la police avait les clés pour empêcher que si quelqu'un venait achever, parce que faire acte de commisération pour Damien, c'était le tuer. C'était pour lui éviter le supplice. Donc faire en sorte que personne ne puisse le tuer, qu'il continue d'être torturé. Il y a des gens qui étaient aux fenêtres et qui pour voir et qui se sont cassés la gueule sous les applaudissements de la foule qui ont dit tant pis pour eux. Tant pis pour eux. C'est-à-dire que c'était pas du tout une fête. Les gens étaient là parce qu'ils n'avaient pas vraiment le choix et ils grondaient. Et messieurs du Parlement, les juges, étaient sur les marches de l'hôtel de ville. Ils ont rien loupé, ils n'en ont pas loupé une miette et ils ont refusé à différentes reprises qu'on l'achève. Ils n'ont pas voulu qu'on l'achève, ça a duré 2h15. Et le bourreau s'est fait porter pâle, il n'a pas voulu. Un deuxième bourreau s'est fait porter pâle, il n'a pas voulu. Il y en a un, on a retrouvé ivre-mort sous l'échafaud. Ils ont été obligés de payer grassement des valets à le faire parce que personne ne voulait faire une atrocité pareille. Voilà. Et ils étaient contents, ils avaient vengé le roi, alors qu'en fait le roi, il passait leur temps à le bafouer. Et moi, ce que je comprends de cette mise à mort absolument atroce, c'est, à bon entendeur, salut. C'est un exemple pour les autres. Vous mêlez pas de ça. Et je sais que Damien, il avait compris pour le roi. Il avait compris comment. Damien avait été valet du frère de la marquise de Pompadour. Et c'est lui qui fournissait les gamines. Et le frère de la marquise de Pompadour, qui s'appelait le marquis de Marigny, c'était un parvenu, donc il était méprisant avec ses domestiques, ce que les gens bien n'étaient jamais. Les gens bien étaient respectueux de leurs domestiques. Lui, il prenait son domestique comme une potiche et il racontait à table tout ce qu'il avait fait dans la journée. D'accord. Et quand Damien a été arrêté dans les couloirs du palais de Versailles, la simple description, c'était pareil que pour le Parlement, la simple description de sa personne faisait qu'on le reconnaissait tout de suite. Et le marquis de Marigny s'est mis à crier partout, l'écoutez pas, c'est un fou, l'écoutez pas, c'est un fou, l'écoutez pas, c'est un fou. Donc en fait, il avait compris ce vaste réseau pédocriminel et ça a commencé aussi avec cette grande événement de 1750 où la police raflait les enfants. Alors la police raflait les enfants. Savoir exactement pourquoi elle raflait les enfants, il y avait également un trafic en direction Alors il y avait un trafic évident en direction des colonies. Ouais. Évident, mais il y avait également un trafic en direction de la Méditerranée. Et la Méditerranée, on n'a pas de colonie de l'autre côté. C'est-à-dire trafic d'esclaves, les esclavagistes turcs là, qui faisaient... Ouais. Il y avait de la pépette à se faire à leur vendre. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Trafic d'esclaves. Donc le trafic de chair humaine existait, il était évident qu'on ne pouvait pas le dire, on ne pouvait pas en parler. Et le supplice de Damien me semble être l'avertissement à quiconque voudrait se mêler de ça. Alors c'est intéressant de voir comment de ces histoires dans l'Ancien Régime, par tes enquêtes d'historienne, tu as réussi à retrouver les sources, tu en arrives à t'intéresser à ce parcours on a commencé cet entretien. Alors je vais te dire le lien. Enfin, il y a un lien qui est tout à fait évident, c'est que l'hôpital général c'était le lieu où on enfermait les pauvres et où on trafiquait les enfants, d'accord ? À la Révolution, qu'est-ce que c'est devenu ? Est-ce que ça a été dénoncé ? Non, jamais. Donc, c'était royal, façon de parler, parce que le roi n'avait aucune possibilité d'aller y voir. Dès que le roi a voulu nommer l'archevêque pour aller y voir, le Parlement s'est mis en grève. Enfin bon, ils n'ont jamais voulu personne aille y voir. Mais au moment de la Révolution, qu'est-ce que c'est devenu ce truc-là ? C'est devenu l'assistance publique. Et l'assistance publique, c'est devenu la DAS. Et la DAS, c'est devenu l'ASE. Et un crime qui n'a jamais été dénoncé, il y a une chance sur combien qu'il se soit arrêté ? Il n'y a jamais eu de dénonciation de trafic d'enfants officiellement dans ces institutions-là. Alors que régulièrement, vous avez des gens qui hurlent. J'ai passé, écoute, pendant que je faisais mes études, c'était donc au courant des années 2000, pendant que j'allais à Paris régulièrement. J'ai traversé un jour le couloir de Montparnasse. Le couloir de Montparnasse, il fait 1 kilomètre de long. Ça fait une espèce de grande voûte comme ça. Hein, tu connais le couloir de Montparnasse. Il y en a pour 1 kilomètre à peu près. Tout était tagué depuis le bas jusqu'à l'autre côté, surtout crime à la DAS, sodomie à la DAS, pédophilie à la DAS, etc. Ça, c'est resté 2-3 jours. Il y a au moins 1 million de personnes qui ont vu ça. Puis après, on est passé à autre chose. Parce que qui peut dénoncer ça ? Qui peut dénoncer ?
Il faudrait être dedans. Donc ça veut dire que la pédophilie institutionnelle, elle existait à l'époque de Louis XV. Elle a une filiation. Parce que moi je découvre à l'instant avec toi. Mais bien sûr qu'il y a une filiation. Donc de l'hôpital général jusqu'à l'assistance publique, jusqu'à la DAS, jusqu'à en arrivant à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. D'ailleurs, on avait dénoncé à Nexus les placements abusifs, les dérives dans certains foyers. Où les placements abusifs en 1750, 51, 52, 53, je t'en donne tant que tu veux. Dans mon livre La Marche Rouge, j'ai des noms. J'ai les noms. Rien n'a changé. Non, rien. Vous avez une femme qui est malheureuse, qui est miséreuse, elle demande de l'aide pour élever son enfant, on lui pique. On lui prend. Mais on vous le rendra, d'accord, et quand elle vient pour le rendre, non, vous aviez qu'à pas. Mais je veux mon enfant. Non, vous aviez qu'à pas. On raflait les enfants aux pauvres. C'est ce qu'on appelle la dérive aujourd'hui, ça n'est que la partie visible maintenant de ce qui se fait depuis des siècles. Moi j'ai commencé ma recherche à 1652. Pourquoi ? Parce que 1652, c'est la Fronde, c'est la guerre civile en France, et c'est là que les magistrats mettre la dernière main à ce qui va être l'hôpital général, qui va naître en 1656. Donc, moi, je peux considérer que ma recherche, elle commence véritablement là. Mais enfin, j'ai quand même regardé un petit peu ce qui se passait avant. Les gens qui arrivaient en disant « mais confiez-nous vos enfants, on s'en occupe », ça existait. Et alors, il y a un truc très intéressant que je ne savais pas du tout, parce que moi, j'ai beaucoup évolué dans un milieu très, très anticlérical. Vous dites, c'est les curés qui violaient les enfants. Pardon ? C'est pour les violer qu'on les a retirés aux curés. C'est-à-dire que aussi longtemps qu'il y avait vous êtes orphelin dans un village. Qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez plus de papa, vous n'avez plus de maman, en admettant que vous perdiez les deux à la fois. Vous avez un oncle, vous avez une tante, vous avez un grand-père, une grand-mère, vous avez une communauté qui s'en occupe. Bon. Et s'il y a besoin de secours, vous avez un curé qui va pouvoir trouver, aller demander. Bon. Mais à partir du moment où vous avez une institution qui dit les pauvres, on s'en occupe, on vous les prend, il n'y a plus aucune surveillance. C'est ça, l'ancêtre du truc, c'est l'institution qui va dire la famille, foutez-nous la paix, les pères sont des violeurs, c'est bien connu, et les mères, elles sont toutes abusives, etc. Laissez-nous, on s'en occupe. Et on s'en occupe pour en faire quoi ? La destruction de l'enfance, elle passe par le retrait des enfants de leur famille. Et ça date depuis... moi, les textes, j'ai trouvé des textes datant des années 1600, du XVIIe siècle, sans me tromper, disant la gueuserie se reproduit de père en fils, il faut les séparer. S'il y a des gueux, c'est parce qu'il y a des parents gueux et que les parents gueux font des enfants gueux. Et au lieu d'aider les gueux à plus être des gueux, on leur arrache leurs enfants. Et les enfants, on leur arrache leurs enfants, ils vont où les enfants ? Ils ne sont pas perdus pour tout le monde. C'est évident que les pédophiles, ils se servent. Ils ont des réservoirs. Mais ils ont des réservoirs. Le nombre de gens, j'ai 2000 noms, prénoms, matricules, date d'entrée, date de sortie et date de disparition. J'en ai 2000 sur 10 ans, sur un seul établissement. L'institution a duré 150 ans. Des établissements, il y en avait partout. Il y en avait dans toutes les villes de France. À cette époque où on a mis les projecteurs sur Bétaram, ce qui se passe, etc., dans ces établissements catholiques, voilà. Ce serait assez curieux d'aller mettre les projecteurs sur ces institutions françaises. Alors, exactement. Donc, pour faire court, où est-ce qu'il y a des pédophiles ? Là où il y a des enfants. Bon. Alors, vous êtes pédophile, vous allez vous arranger pour les rassembler. Donc, c'est le principe de l'hôpital général, le principe de l'orphelinat. Pourquoi y aurait-il des orphelinats ? Pourquoi mettrait-on les enfants dans les orphelinats ? Pourquoi est-ce qu'on ne les mettrait pas chez le grand-père, chez la grand-mère, chez les voisins, pour qu'ils restent dans son environnement ? Dès que le gosse a des difficultés, on l'arrache à son milieu naturel pour le... Mais c'est atroce, c'est vraiment atroce. Et ça commence à se dire... Mais vous avez des institutions qui vont se mêler de faire des orphelinats, de faire des placements, de faire des foyers, etc., etc. Puis après, les pédophiles, ils n'ont plus qu'à se servir. Aussi longtemps que le secours aux pauvres a été affaire de proximité, ça ne pouvait pas se faire. Et le trafic d'enfants va avec la façon qu'a l'État, enfin l'autorité supérieure, de dire « poussez-vous, on s'en occupe ». Alors, la façon de culpabiliser les familles, c'est de dire que tous les pères sont des machos, que toutes les mères sont des mères indignes, que voilà, et puis que ça va se passer mieux si on enlève les enfants. Moi, je pense que moi, j'ai eu un père indigne, avec le recul, vraiment, avec le recul, si c'était à refaire, et si j'avais la main pour changer quelque chose, j'aurais dit aidez-le. Il est fou allié, mais il souffre comme un damné.
C'est pour ça qu'il m'emmerde. C'est pour ça qu'il me martyrise. Il me martyrise parce qu'il a besoin d'aide. Si c'était à refaire, c'est ça que je ferais. Et à l'époque, moi, on m'a convoqué un jour au lycée, j'avais les jambes lacérées. Hein. J'avais déjà reçu des coups de fouet. Ah oui. J'ai couvert. J'ai dit, c'est de ma faute. Gna, 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 gna. Oui. Et j'ai eu raison. Pourquoi ? Parce que je serais devenu quoi ? On m'aurait retiré de ma famille, je serais allé dans un foyer, je serais devenu pute. C'est vrai qu'il y a beaucoup, malheureusement, de prostitution de gens qui sortent de la DAS ou de l'ASE. Mais c'est la porte ouverte à la prostitution des jeunes. Je serais devenu quoi ? Si j'avais dénoncé mon père ? Plus la culpabilité, toute ma vie. Et, ou dans le meilleur des cas, moi j'aurais sombré, puis lui, on aurait dit, le pauvre, sa fille est une salope, donc ça n'aurait servi à rien. Après, il y a aussi des gens qui ont besoin aussi, c'est bien de libérer la parole. Dans certaines familles, il y a des enfants... Mais libérer la parole auprès de gens fiables. Ça, c'est vrai. Libérer la parole auprès de gens fiables. C'est pour finir dans des endroits pires, c'est exactement. Pas mieux. Et auprès de gens fiables, les gens fiables doivent opérer sous la surveillance du voisinage. Oui. Sous la surveillance du voisinage, du reste de la famille et du voisinage. C'est ce qui se faisait dans l'ancien temps, c'est ce qui se faisait dans les villages. Dans les villages, un père abusif, ça peut pas exister. Ça existe une fois, pas deux. Parce que les gens regardent. C'est vrai que dans les grandes villes, malheureusement, il y a moins ce contrôle. Et oui, il n'y a pas le contrôle du voisinage. C'est pour ça que la société à reconstruire sera une société où les malheurs de la famille, c'est une chose qui existe, mais seront réglés avec sous la surveillance de la population. Sous la surveillance de la population. Et c'est ça qui... Je suis persuadé que des fous dingues comme mon père peuvent être secourus et remis dans le droit chemin. Et moi, de toutes mes années de souffrance atroce, je n'ai rien désiré d'autre qu'il aille bien. Qu'il aille bien, qu'il arrête. Mais il n'en était pas capable. Donc ça a été vraiment l'enfer. Pour moi, ça a été l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Ma jeunesse, ça a été l'enfer. Je ne regrette pas de ne pas l'avoir dénoncé. Je suis persuadé que j'ai bien fait. Et plus j'étudie ce qu'on fait aux familles éclatées comme ça, plus je sais que j'ai eu raison. Et je me dis, bravo ma vieille. À entendre les témoignages que tu nous partages, et maintenant avec ce qu'on entend dans les foyers de l'ASE, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Ouais. Et on voit effectivement que ce sont des viviers pour pas mal de réseaux. Mais bien sûr. Et on comprend mieux comment tu t'es dirigé vers ces enquêtes-là, ces recherches-là, en partant de l'Ancien Régime jusqu'à l'époque actuelle. Presque rien n'a changé, sauf, c'est vrai, aujourd'hui, une espèce de décomplexion. Ouais, maintenant, depuis le rapport Kinsey... C'est moins tabou. Voilà, depuis le rapport Kinsey, maintenant, les pervers, parce que les pervers qui nous dirigent, les pervers qui nous gouvernent, je ne parle pas de ceux qui sont juste au-dessus de nous, je parle de ceux qui sont au-dessus de ceux qui sont au-dessus de nous, c'est-à-dire ceux qu'on ne connaît pas forcément, encore qu'on en devine quelques-uns, mais voilà. Leur but, c'est notre destruction, c'est la destruction de la famille, leur but, c'est de tuer l'amour, c'est de tuer tout ce qui est beau. Il y a une idéologie de mort qui s'abat sur notre époque. C'est une idéologie de mort, c'est une idéologie qui va avec l'eugénisme, on voit maintenant, ça fait partie du plan. Et l'individu. Détruire les enfants, et cette insouciance et cette individualisation des enfants qu'on va séparer de la famille, de ce noyau, pour en faire des individus à part entière, des petits adultes qu'on peut manipuler finalement, plus facilement. Un gosse qui... Enfin bon, c'est effroyable. On peut faire ce qu'on veut, un enfant. C'est pour ça que normalement il doit être protégé. Il doit être protégé par son papa et sa maman. Il a besoin d'un père et d'une mère. Quand la révolution sexuelle s'est installée en France, parce qu'elle a éclaté en 67 avec la loi Neuwirth et puis après 68 avec la révolution sexuelle. C'est quoi la loi Neuwirth? C'est la légalisation de la pilule. Tu penses que là c'est un moment de bascule à ce moment-là? Oui, il y a une bascule. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça s'est fait. La population résistait. Les Français n'en voulaient pas. Les Français ne voulaient pas du contrôle des naissances. Les communistes n'en voulaient pas et les catholiques n'en voulaient pas. Ça faisait le peuple. Le peuple n'en voulait pas. Mais les francs-maçons, ils en voulaient. Donc ils ont fait en sorte que ça passe. Ils ont fait un vote absolument scélérat au Parlement. Un vote anonyme.
ce qui est quand même scandaleux. C'est-à-dire que les gens n'ont pas eu le droit de savoir ce qu'avait voté leur député. Et Pierre Simon, qui était le grand maître de la Grande Loge de France, qui était vraiment à la manœuvre, il était tout fier, il dit c'est grâce à moi, gna 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 gna, c'est grâce donc il s'en est vanté officiellement. Ah oui, il s'en est vanté. Et derrière, alors officiellement, la légalisation de la pilule, c'était officiellement pour éviter les avortements. Parce que l'avortement, c'est un crime, d'accord? Donc, les communistes ne voulaient pas, les catholiques ne voulaient pas, mais eux, ils voulaient absolument. Bon, on peut dire que ça part d'une bonne intention. Oui, enfin, c'est ce que ça prétend. C'est ce que ça prétend. Donc, ils ont dit, on va les forcer. On va les forcer. Donc, depuis les années 30, et puis après les années 40 et le début des années 50, les allocations familiales permettaient à une mère d'élever ses enfants à la maison. Plus il y avait d'enfants, plus il y avait d'allocations, et c'était un véritable salaire maternel. C'est-à-dire que c'était un complément, avec énormément d'allègements, de charges, d'impôts, de transport, de cantines, etc., etc. On faisait en sorte que les familles payent le moins possible et qu'elles touchent le maximum, plus ils faisaient des enfants. Et ils disaient, non, il faut arrêter de faire des enfants, faire des enfants, c'est horrible, c'est affreux et tout. Et les communistes disaient, on ne libère pas les travailleurs en les empêchant de faire des enfants, mais en les aidant à les élever. Les catholiques disaient rigoureusement la même chose. Donc, ils ont fait passer la loi Neuwirth, et juste derrière, ils ont lancé la campagne pour l'avortement. Et après l'avortement, l'avortement dans les cas de, et après l'avortement jusqu'à postpartum, et puis après l'infanticide, je veux dire, on en est là, quoi. Et puis maintenant, l'euthanasie, enfin, il y a une politique de mort, il y a une politique de mort. Et la révolution sexuelle des années 70, moi j'étais dessous, j'ai vécu. Mes misères avec ma famille, c'était en plein dans ce moment-là. Moi j'ai viré dingue, j'ai viré complètement dingue. Je suis retombé sur mes pieds, bon c'est un autre sujet, mais je suis retombé sur mes pieds, mais j'ai vraiment frôlé la folie. J'ai vraiment frôlé la folie. Dans cette. Tu penses qu'à ce moment-là, c'est la famille qui a attaqué? Complètement. L'autorité du père. Le père devient un ennemi. Et mon père n'était pas mon ennemi. Il s'est comporté comme mon ennemi, mais il était mon père, il avait sur moi autorité, et il a su, à l'occasion, me protéger, et je lui en sais gré. Et je lui en suis reconnaissante. Et ma mère, qui était ménagère, elle était maîtresse de maison. Elle n'était pas femme opprimée qui elle était maîtresse de maison. Elle dirigeait son monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est mal vu. Mais c'est la plus beau métier du monde. Une femme qui aime ça, elle est rayonnante chez elle. Moi, je discute de temps en temps quand je passe au supermarché avec des bocaux pour faire des conserves. Et puis la caissière, elle dit « Ah, j'ai plus le temps ». Elle achète des trucs tout faits parce que comme elle travaille, elle n'a plus le temps. Et je lui dis, et votre mère? Ma mère, elle faisait les petits pois, elle faisait les machins. On avait tout le potager de l'été, on l'avait en hiver. Et la maîtresse de maison, elle dirigeait son foyer. Mais elle aimait ça. Et si elle n'aimait pas ça, elle n'a qu'à faire autre chose. Personne. Oui. En fait, glorifier la mère de famille, c'est pas l'obliger. Il y a un peu cet amalgame qui a été fait ces dernières années. Absolument. Et la dévalorisation des mères, la dévalorisation des femmes, la dévalorisation du foyer, tout ça, ça s'est fait à coup de journaux, à coup d'émissions de télé, à coup de mensonges. Aller raconter qu'une femme qui élève ses enfants à la maison sera libérée si elle met ses enfants à la crèche et qu'elle va courir faire un boulot complètement crétin et mal payé à l'autre bout de la ville, je demande à voir. C'est pas vrai, c'est faux. Et pendant le même temps que l'enfant aille apprendre des choses crétines à l'école, la plupart du temps. Et puis qu'elle ne le verra plus. Qu'on n'aura plus de lien. Elle le laisse à la crèche. Il y a un truc très intéressant à voir, c'est que l'argent, ça c'est fait à partir de Mendes France que ça a commencé. La première touche, c'est Mendes France, puis après ça n'a cessé d'augmenter jusqu'à maintenant. L'argent qu'on donnait aux mères pour qu'elles élèvent leurs enfants, petit à petit, leur a été donné pour qu'elles les mettent à la crèche. C'est-à-dire que l'argent est toujours disponible. Avant, c'était pour permettre aux mères d'élever leurs enfants. Et après, c'était pour leur permettre de le... Pour déléguer cette tâche à l'État ou à l'institution publique. À l'État, à l'institution sur laquelle elle n'a aucune prise. Une institution qui va lui retirer... Et c'est les témoignages de mères ou de pères, j'en ai également de pères, à qui on enlève leurs enfants sur des mauvais prétextes, c'est un cauchemar. C'est une horreur qui est en train d'être mise à jour et je peux pas dire que je me réjouis, mais si, je suis obligé de me réjouir que ça vienne là. C'est insoutenable à entendre, mais enfin ça se sait. Comme quoi, par exemple, comme
Des témoignages comme quoi? Oh bah des témoignages comme ces femmes que j'ai vues, les mamans louves à qui on arrache leurs enfants à la maison. Oh mon Dieu, et elle les revoit. Maintenant, ils veulent presque interdire d'accoucher à domicile, de faire l'école à la maison. Mais j'ai connu une dame, je sais pas, je l'ai connue, je la connais encore, je la vois régulièrement. Quand elle a accouché, elle avait un rendez-vous avec elle avait un rendez-vous chez un ostéopathe, enfin pour un soin, et elle dit, je vais à mon rendez-vous, elle prend son bébé, lui dit, le bébé vous le laissez là, elle dit pardon. Bah, le bébé vous le laissez là, elle dit mais à quel titre? Mais enfin, les services, l'hôpital où elle venait d'accoucher, ils ont appelé la sécurité sociale. Et elle a commencé à recevoir un coup de fil. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un enlèvement. Mais c'est mon gosse, je ne l'enlève pas, c'est le mien. Il voulait qu'elle reste 2 jours, 3 jours et que si elle sortait, elle décide une décharge. Elle a appelé son mari qui est arrivé. Oh, là, vous jouez à quoi là? Oh. Ils ont eu de la chance que les gendarmes... Ils ont eu peur pendant 48 heures que les gendarmes viennent rechercher le gosse. D'ailleurs, il y a eu récemment sur les réseaux sociaux un couple qui avait témoigné on leur avait enlevé leurs enfants pendant 3 semaines parce que la femme avait accouché chez elle. Ça a fait grand bruit il y a quelques années. C'était un couple catholique, je me souviens de ça. Et ils lui ont enlevé parce que ils n'étaient pas allés à l'hôpital le lendemain de l'accouchement à domicile pour faire les contrôles sur le bébé. Exactement. Ils sont venus prendre son bébé et la petite de 3-4 ans pendant 3 semaines. Bravo. Eh bien, c'est ça qui se passe. Ça, vous regardez le fonctionnement de l'hôpital général il y a 3 siècles, c'était pareil. C'est le même fonctionnement. Et c'est un fonctionnement de quoi? Ce sont des notables. Ce sont des gens qui fonctionnent en circuit fermé, qui s'affranchissent de la morale commune. La morale commune, c'est pour les gueux. Nous, on a une autre morale. On fait ça en loge, on fait ça en petit comité, on a nos propres trucs, et nous on a besoin d'enfants, on a besoin de réseaux, on a besoin de filles qui aiment bien se faire torturer, elles aiment pas ça, c'est pas grave, elles font semblant de pas aimer ça, nous on sait qu'elles aiment, etc. Moi je suis d'un patelin où il y a une affaire absolument atroce qui a existé, qui s'appelle l'affaire des disparus de Lyon. J'ai connu ça de l'intérieur, moi j'ai connu les témoins, mais vraiment de l'intérieur. C'est une abomination, c'est quoi? C'est des pauvres filles, on dit personne les réclame, alors on va pouvoir les torturer, les enlever, les violer. Non, mais pourquoi Mais puisque c'est beau, on aime ça. Tu as déjà entendu parler du marquis de Sade? Tu sais qu'il y a des gens qui considèrent que le marquis de Sade c'est un philosophe, c'est un écrivain. On apprenait ça à l'école. Psychopathe. Il n'y a pas plus abominable que le marquis de Sade. On en a fait un héros. Incidemment, le marquis de Sade, pendant la Révolution, il était à la section des piques comme Robespierre. Mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient copains. Oui. Ils étaient dans la même section. Bref, il y a une esthétique de l'atroce, il y a une esthétique de l'abominable, il y a une esthétique du sadisme, et ces gens-là nous gouvernent. Il est temps de les dénoncer. Je suis désolé, mais pour moi, faire l'amour, ça doit regarder l'amour et pas la mort. Et ils en ont fait une affaire de mort. Faire l'amour, c'est très agréable, c'est parce que le bon Dieu a bien voulu que la transmission de la vie se fasse par le plaisir suprême, pas pour la torture, la mort, Remettons les choses à leur place. Le sexe, on en a fait un enjeu public et un enjeu de société. C'est un enjeu personnel, privé. Lâchez-nous. C'est vrai. C'est bien résumé et ça explique beaucoup de choses dans notre époque, beaucoup de dérives et d'idéologies assez mortifères, mais qui malheureusement en Occident pullulent. Ouais. Et Judith, elle avait tout compris. Elle avait absolument tout compris. En tout cas, je rappelle ton ouvrage Sexologie et mensonges en auto-édition, donc on peut retrouver sur Book Édition, c'est ça? Oui, Book Édition. Donc n'hésitez pas. Ça fonctionne bien, Book Édition, ils sont sympas comme tout. Au moins, tu es indépendante comme ça. Voilà, exactement. Ça, c'est bien. Je rends compte à moi et à moi-même. Exactement. Et on aime promouvoir les idées d'indépendance et d'autonomie à Nexus. Merci. Parce que c'est très important de pas d'avoir le moins d'intermédiaires possible. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous procurer l'ouvrage. Donc Sexologie et mensonges, le combat de Judith Reisman. On mettra la couverture au montage et on mettra les liens dans la description. En tout cas, j'ai été ravi de te recevoir. Merci Marco. Pour parler de tous ces sujets. Et j'espère à très bientôt. Je pense qu'on fera une émission sur l'Ancien Régime parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à expliquer sur l'origine un peu de beaucoup de choses qu'on subit dans notre époque. Là, on vient d'en faire un petit aperçu. Mais toi qui maîtrises bien je voudrais te dire quelque chose. J'ai un petit livre que j'ai publié chez Contre-Culture il y a quelques années et que je suis en train de republier chez Book Édition. Ouais. Donc là, il va sortir incessamment. La couverture est faite, il est prêt. Comment il est prêt. De la centralisation monarchique à la révolution bourgeoise. Eh bien, si on me demande qu'est-ce qu'il y a là-dedans, il y a tout ce que l'université m'a censuré pour que j'ai mon diplôme.
Quand j'ai passé mon DEA, on m'a dit tu retires ça, vous retirez ça, vous retirez ça, vous retirez ça, vous retirez ça. Ça les embête? À peine. À peine. De la centralisation monarchique à la révolution bourgeoise. Ça m'intéresse. Eh ben, on te recevra à l'occasion de la sortie de ton ouvrage, avec grand plaisir. Très vite. C'est noté, le rendez-vous est pris. L'université n'a pas voulu. Eh ben, on le fera. En tout cas, merci infiniment. Merci, et pour Marco. tous ceux qui voudraient nous soutenir, Nexus, je vous le rappelle, est un média indépendant et sans publicité. On est disponible en kiosque et sur nexus.fr. N'hésitez pas à nous retrouver. Marion Sigaud, à très bientôt. Merci Marco. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.